Amis téléspectateurs, je suis en train de vous saluer. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit que vous vous trouvez en ce moment. Sur ces belles images, c'est la RTNC qui vous la porte chez vous. Nous sommes ce mercredi 2 octobre 2013. Nous sommes au cabinet du ministre des Médias, porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo. Le ministre Lambert Mende Omalanga va dans quelques instants faire une déclaration à la presse. Ça veut dire que nous appelons ça ici le point de presse du ministre des Médias, porte-parole du gouvernement. C'est donc une journée d'information et de communication. La RTNC qui vous accompagne justement dans ces grands événements est entourée avec tout ce plateau. Aujourd'hui, nous sommes en train de vous dire que c'est le Swahili avec Luison Amissi, ce sera pour le Swahili. Le Tchoulouba, c'est notre ami Marcel Mbwebwe qui sera en Lingala, c'est Mathieu Moudibangou et naturellement avec le Congo, Madame Wivine Jata. Madame Jata, c'est avec toi que nous allons commencer le point de presse du ministre. Matondo mingi pangi kokuma mingi panji bapangi luzulu tuiba kama awa na nzo ya bisalu ya kinati ndiga loyalu bosote bukilaka na Limpopo ministre ya communication pe media nanina Lambert Mende Omalanga kisika vitme bakama beto nyonso samna kuvingila yandi boso beto vingila kamona yanzabi na kozaba niki ya mebumbila beto samna kilombo ya bubu beto na beno beto kezabavi beto kina kati ya kuvingila yao kintwadi samuti beto kisa monisa na beno bisika nyonso bimivanda beno landa beto na mtini mosi ya mboti beto kingila mvutu na yani mosi mbuta luyalo kasi mepesa mikro na mpangi Louison Amissi kisa monisa beno na nzinga ya Swahili. Asante sana Wivine Jata, tunapatikana hapa kwa RTNCD kwa ofisi ya waziri wa usikani na upashaji wa habari Lambert Mende Omalanga. Huyu anapendelea kutoa habari moja nasi na nyinyi tunanukaribisha kwa ajili ya kuweza kutufuata tujue habari hiyo ni habari gani. Hatusiko peke yangu lakini Matimu Dibangu uambie vile vile watu wa Lingala. Matondo mingi Louison Amissi bande ko baza kolanda biso kwa terme mbeka pipi bende pe bipai na bipai tozali uto awana RTNCD na bilo ya ministre mokamisami ya panzisa mboka na parlement wana ministre yeme asili kokota pona makambo makoleka mokomo lelo to pe point de presse to kolanda biso banso makambo koleka lelo. Mesdames, Messieurs, depuis ce matin, notre gouvernement a suivi avec stupéfaction la sortie en boucle de Radio France Internationale sur notre pays. Faisant écho à un rapport d'audit de la Cour des comptes européenne, ce média s'est livré à un bien curieux bilan comptable quant à la manière dont la République démocratique du Congo, notre pays, serait responsable de l'affectation hasardeuse et d'une mauvaise gestion systémique de l'aide accordée à notre pays par l'Union européenne entre 2003 et 2011. Une aide évaluée à près de 2 milliards d'euros. C'est en fait une sorte d'acte d'accusation formulé par la Cour des comptes européenne contre la Commission européenne que certains s'efforcent de transformer déjà en preuve de culpabilité, de corruption et de malgouvernance contre la République démocratique du Congo. RFI fonde sa démonstration contre la RDC sur un amalgame. En effet, dans le commentaire au vitriol que nous avons tous eu à suivre ce matin à plusieurs reprises, il est question notamment 1. De l'évaporation des financements destinés à certains projets sectoriels, 2. De la hauteur des émoluments de nos députés nationaux placés à un niveau 13 000 $ qu'ils n'ont jamais atteint, 3. Des crédits budgétaires alloués aux différents services publics fonctionnant sous l'autorité du président de la République, du Parlement et du Premier ministre qui seraient trop élevés, 4. De l'élection présidentielle de 2011 dont la Cour des comptes européenne
s'est auto-attribué les compétences de juge du contentieux électoral en République démocratique du Congo. 5. De la pauvreté de certaines de nos provinces, victimes selon la Cour des comptes européenne de la mauvaise conduite du processus de la décentralisation dans notre pays. Et 6. Last but not least, comme disent nos amis les Anglais, la Cour européenne des comptes a perdu la trace de 1000 policiers congolais qui ont été formés grâce à la coopération européenne pour la sécurisation du processus électoral de 2011, mais que ces messieurs de la Cour des comptes européenne ne retrouvent plus. Comme si les éléments de notre police nationale, lorsqu'ils sont formés par une coopération, sont à la disposition de cette coopération. Nous ne pouvons plus les affecter là où le gouvernement estime qu'on a besoin d'eux. Mesdames, Messieurs, la lecture croisée des dépêches qui ont rendu compte de cette passe d'armes entre la Cour des comptes européenne et la Commission européenne, et dans laquelle on veut absolument mêler la République démocratique du Congo sur cette question, impose ce constat. Comme à l'accoutumée, les chroniqueurs de Radio France Internationale n'ont pas fait dans la dentelle de noircir le tableau concernant la République démocratique du Congo et ses dirigeants. Vous aurez constaté que tout un pan de cette actualité, concernant notamment la réaction de la Commission européenne, première accusée, qui permet de nuancer sérieusement les assertions infamantes contre la République démocratique du Congo, tout un pan donc a été occulté pour des raisons qu'il est facile d'imaginer. Ce qui a été caché, c'est la réaction rassurante faite par M. Andris Pielbags, commissaire européen en charge du développement, qui a déclaré en réponse aux accusations de la Cour des comptes ce qui suit. La coopération au développement a eu un impact positif sur la gouvernance en République démocratique du Congo. Et il ajoute, il est prématuré de tirer des conclusions sur nombre de projets qui n'en sont encore qu'à leur début. Mais évidemment, nos amis de RFI n'ont pas entendu cela ou n'ont pas voulu l'entendre. Ils n'ont apparemment eu de l'attention que pour les allégations négatives qui évoquent de manière manifestement erronée les limites de l'efficacité du soutien de l'Union européenne à la gouvernance en République démocratique du Congo. Nous ne cesserons jamais de déplorer cette propension regrettable, de plus en plus irrépressible chez certains de nos partenaires à se repaître de tout ce qui est susceptible de dévaloriser notre pays et ses dirigeants, qui sont ainsi réduits en l'état de souffre-douleur d'une certaine humanité par une certaine presse dite globale. Et nous ne l'accepterons jamais. La réalité est que les accusations proférées contre les autorités congolaises au sujet de la prétendue mauvaise utilisation des fonds de l'aide européenne à la RDC par les autorités congolaises ne reposent sur aucun fondement crédible. Nous pouvons parler d'abord de ce qui est reproché directement à la RDC. Nous avons vu, en ce qui concerne les émoluments des députés, qu'il s'agit simplement d'une affabulation. Nous allons voir maintenant ce qui concerne les budgets qui sont affectés à la présidence de la République et au service du Premier ministre, qui ne sont pas des budgets affectés à Monsieur le Président intuitu personne ou à Monsieur le Premier ministre intuitu personne, pour la simple raison que la présidence de la République, dans nos dispensations budgétaires, renferme toutes les dépenses de l'institution président de la République, mais aussi celles de tous les services attachés au président. Il s'agit des réserves stratégiques de la République, dont on ne peut plus démontrer l'importance. Il s'agit du journal officiel de la République démocratique du Congo. Il s'agit de l'inspection générale des finances de la République démocratique du Congo. Il s'agit également de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications en République démocratique du Congo. Il s'agit du Fonds social
de la République. Il s'agit de la clinique de la Cité de l'Union africaine. Il s'agit du site présidentiel de l'Ancélé qui est en pleine remise en état. S'agissant de Monsieur le Premier ministre, les budgets alloués à son bureau comprennent non seulement ceux de son bureau et de son cabinet, mais aussi ceux du secrétariat général à la primature, de l'unité médicale et surtout tous les programmes de stabilisation et de reconstruction des zones des conflits armés. Et vous savez qu'il y en a, et vous savez qu'il y a des besoins importants à ce niveau. Il y a aussi l'autorité de régulation des marchés publics et la cellule de gestion des marchés publics. Ceci pour dire qu'il est mieux parfois d'être informé avant de se livrer à des déclarations tonitruantes sur la gestion d'un pays qu'on ne connaît pas. D'autre part, depuis les années de la Deuxième République moboutiste, l'Europe, plus que d'autres partenaires de la République démocratique du Congo, a pris l'habitude de faire le bonheur des Congolais sans les Congolais, disons-le ainsi, en optant pour une autonomisation totale, jamais observée dans la plupart des pays, de la coopération avec notre pays qui fonctionne en véritable électron libre. L'implication des autorités légitimes de la République démocratique du Congo dans les processus d'initiation et de réalisation des différents projets de coopération à ce niveau est purement symbolique, vous le savez. Tout ceci pour vous dire que s'il est établi aujourd'hui que l'Union européenne a mal géré son aide à notre pays, nous pouvons nous étonner que ce constat d'échec cherche à impliquer aussi les autorités congolaises dans ce dysfonctionnement. Nous dénonçons le fait que tout se passe dans cette histoire comme si la Cour des comptes européenne voulait sommer la République démocratique du Congo à rendre compte de la mauvaise gestion de projets de développement auxquels les autorités congolaises n'ont jamais été associées financièrement. En effet, la conception, la définition et l'exécution de la grande majorité des programmes financés dans notre pays par l'aide européenne au développement ont été toujours le fait exclusif d'opérateurs choisis par l'Union européenne, dans l'Union européenne, sans aucune intervention de la partie congolaise. Je vous dirai pour la petite histoire que dans le secteur de la santé, par exemple, avant 2005, il y a eu le programme d'action transitoire, PAT, un programme d'urgence géré totalement par l'Union européenne. Par la suite, a été initié le 9e FED, Fonds européen de développement, confié théoriquement à une unité nationale de coordination, UNC, mais dont les fonds étaient dans la réalité gérés sur base des procédures établies unilatéralement par l'Union européenne jusqu'en 2009. À l'heure actuelle, le 10e FED opère suivant le même schéma, d'ailleurs consolidé. Géré théoriquement par une cellule d'appui à la gestion, CAG, du ministère de la Santé, la gestion au niveau financier a été confiée à 2 experts de l'Union européenne. On ne voit donc pas très bien par quelle alchimie les autorités de la République démocratique du Congo auraient été en mesure soit de mal orienter, soit de mal entreprendre les 10 projets, ou encore de dilapider des fonds destinés à ces projets qui, relevant exclusivement des gestionnaires européens, n'ont jamais été mis à la disposition des responsables congolais. En vérité, mesdames, messieurs, rares sont aujourd'hui les ministères de notre gouvernement qui disposent même des chiffres leur permettant d'indiquer la hauteur des fonds alloués à tel ou tel autre projet réalisé dans leur secteur par l'Union européenne. Là réside peut-être, vous le direz, le vrai problème. Bien que l'on doive leur accorder le bénéfice des circonstances atténuantes compte tenu de la déliquescence dans laquelle se trouvait notre pays du fait de la longue guerre d'agression qui l'étouffe
depuis près de 15 ans maintenant. Une longue guerre d'agression dont ni la fameuse Cour européenne des comptes, ni les commentateurs de RFI ne parlent. Peut-être parce que parler de la guerre dédouanerait ceux que l'on a décidé de vouer aux 1000 diables. Nous, gouvernement congolais, avons aussi notre lecture de certaines coopérations de développement avec quelques-uns de nos partenaires occidentaux, et notre lecture n'est pas des plus reluisantes. Nous dirons tout ce que nous en pensons le moment venu. Mais un exemple qui, bien que ne concernant pas directement l'Union européenne, peut vous éclairer. Imaginez l'émotion d'un de mes collègues en inspection à l'intérieur du pays sur un site où devait théoriquement se trouver un hôpital ayant coûté sur papier des centaines de milliers de dollars, lorsqu'il est tombé sur une bâtisse en pisé, donc en bout de bois et de boue et en toit de chaume. Nous parlerons de tout cela dans les jours qui viennent. Mesdames, Messieurs de la presse, nous n'aurons de cesse de nous insurger contre la tendance à rendre les atrocités, à rendre les autorités congolaises responsables de toutes les atrocités, responsables et comptables d'une mauvaise gestion des projets à la gestion desquels ils ont été écartés de manière formelle par leurs partenaires européens. En un mot, s'il y a mauvaise utilisation des financements gérés directement par l'Union européenne dans notre pays, c'est à l'Union européenne elle-même qu'en incombe la responsabilité et non aux autorités congolaises qui n'interviennent généralement que in fine pour la cérémonie d'inauguration de projets qui lui sont remis clés en main, comme vous le constatez chaque jour. La sagesse des nations nous apprend que les victoires ont beaucoup de pères, mais que les défaites sont toujours orphelines. On pourrait donc à cet égard comprendre, sans nécessairement les justifier, les débordements de la Cour des comptes européenne sur une prétendue responsabilité des autorités congolaises dans la mauvaise gestion des fonds européens par des experts européens. Cependant, et dans ces conditions, nous devons condamner l'obstination peu professionnelle de certains médias à embrayer dans ce sens, parce que cette contre-vérité alimente l'image d'autorités congolaises, mauvais gestionnaires, qu'ils ont pris l'habitude de répandre aux 4 vents. Il n'est pas question pour autant pour nous de jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous continuons à reconnaître l'apport essentiel de notre partenaire pour le développement qu'est l'Union européenne. Mais il est hors de question pour la République démocratique du Congo de souscrire à la démarche qui consiste à faire du bénéficiaire de l'aide un bouc émissaire commode pour justifier des malversations ou une mauvaise gestion dont il n'est pas responsable afin d'en dédouaner les vrais auteurs. C'est une question d'honnêteté, de transparence et d'équité, une question des valeurs que nous partageons avec l'Europe. Et c'est l'occasion pour le gouvernement de la République démocratique du Congo d'inviter ses partenaires à une redéfinition de la manière dont les partenariats stratégiques et préférentiels doivent se concevoir et se matérialiser. C'est aussi l'occasion d'appeler les médias qui couvrent l'actualité congolaise à une lecture plus objective et à un regard dépassionné dans le traitement des informations concernant notre pays. Avant le jeu des questions et réponses, je voudrais dire un mot sur l'arrivée dans le territoire de Rutshuru, à Tchenguerero et Djomba, de quelques civils, selon le rapport des autorités provinciales du Nord Kivu et de la société civile de cette province. Depuis quelques jours déjà, ces personnes sont signalées sur cette partie du territoire de Rutshuru. Il a été dit par des éléments du M23 qu'il s'agissait de réfugiés congolais qui rentraient du Rwanda vers leur pays, la République démocratique du Congo.
Notre gouvernement tient dans un premier temps à marquer sa surprise parce qu'il n'a jamais été informé d'un mouvement de retour de réfugiés sur cette partie du territoire. Et l'aurait-il été que le gouvernement congolais aurait orienté ses compatriotes de retour vers un site moins dangereux en termes de sécurité qu'une zone occupée par diverses forces négatives, y compris le M23. Nous tenons à rappeler que depuis 2010, un accord tripartite a été signé entre la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, afin d'encadrer les retours de nos compatriotes qui sont au Rwanda et des Rwandais qui sont en République démocratique du Congo. Et que depuis la signature de cet accord tripartite, plusieurs familles de réfugiés congolais au Rwanda ont pu rentrer dans leur pays. Rappelons également que ce rapatriement de Congolais qui sont au Rwanda implique 4 entités, 4 parties. La première partie, c'est le gouvernement de la RDC, pays d'origine des réfugiés. La deuxième partie, c'est le gouvernement rwandais, pays d'accueil des réfugiés. La troisième partie, c'est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui est l'instrument du droit international pour garantir la sécurité de ces gens et recueillir leur volonté de pouvoir rentrer, puisqu'un retour ne peut être que volontaire. Et la quatrième partie, c'est le réfugié lui-même, pris individuellement, qui doit exprimer, manifester sa volonté de retour. Et si tant est que les personnes qui sont signalées aujourd'hui à Djomba et à Chenguerero sont des réfugiés, encore faut-il que nous soyons certains qu'ils ont manifesté le désir de pouvoir rentrer dans ces conditions-là et dans cet espace-là. Et il nous est permis de douter de cela parce que ce sont des familles entières et on voit mal un père de famille qui accepterait de gaieté de cœur de ramener femmes et enfants sur un site où on se bat, sur un site où il y a des forces négatives qui tirent des coups de feu, qui violent femmes et enfants, qui pillent du bétail et tout le reste. Donc nous doutons fort qu'une volonté ait été exprimée. Alors nous demandons au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de nous éclairer sur cet événement parce que nous n'avons pas été informés. Il n'est pas concevable qu'un tel mouvement de retour s'opère sans que l'une quelconque des 4 parties que je viens de citer ne soit tenue au courant. Or, le gouvernement congolais n'a pas été tenu au courant et nous attendons dans les heures qui viennent que le HCR nous informe si lui a été tenu au courant, mais nous a tenus dans l'ignorance de cet événement qui nous concerne au premier chef, s'agissant de compatriotes qui rentrent chez nous et auxquels nous devons accueil, sécurité et réinsertion. Nous avons également demandé des explications à nos voisins rwandais, co-signataires avec nous de cet accord tripartite de 2010, qui a permis déjà le retour sain et sauf au Congo de plusieurs réfugiés congolais qui étaient au Rwanda, de nous expliquer comment ils ont pu laisser partir, parce que ces gens sont sortis du Rwanda, comment le Rwanda a pu laisser partir des gens du Rwanda vers la RDC sans nous prévenir. Et comment ils ont accepté qu'ils partent vers une zone que le gouvernement qui a signé l'accord tripartite avec eux ne contrôle pas. Voilà des questions qui se posent et pour lesquelles, sans s'énerver inutilement, nous cherchons des réponses. Et enfin, je dirais que le rapatriement des réfugiés congolais du Rwanda concerne les 4 entités que j'ai citées, les 2 gouvernements, congolais et rwandais, le HCR et le réfugié lui-même. Mais nous ne voyons pas par quelle alchimie une cinquième partie fait irruption, le M23. Qu'est-ce que le M23 vient faire dans le rapatriement des réfugiés congolais au Rwanda? Le M23 n'est ni signataire de l'accord tripartite, le M23 n'est pas l'autorité en charge du territoire de la République démocratique du Congo, il n'a aucune légitimité, il n'a été élu par personne, et donc c'est quelque chose qui suscite une suspicion tout à fait légitime.
et qui peut donner lieu à des interprétations telles que nous en entendons maintenant dans le chef de la société civile ou d'autres sources dans le Nord Kivu. Le gouvernement préfère se réserver quant à ce, parce que des enquêtes sont en cours pour déterminer d'abord s'il s'agit effectivement de réfugiés ou d'autres catégories de personnes. Et dans ce cas, nous vous tiendrons informés de la position que nous aurons prise. Et en entre-temps, nous espérons avoir reçu des éclaircissements de la part et de notre voisin et partenaire dans l'accord tripartite de 2010 et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Voilà ce que j'avais à vous dire cet après-midi. Je vous remercie. Bon, voilà. Nous passons au jeu des questions-réponses. Vous m'entendez? Oh, bon, prenez celui-ci. Léa-Lisa Westerhoff, je travaille pour RFI. Comme il y a été ici beaucoup de questions de RFI, je me dois évidemment de répondre à ce que Monsieur le Ministre vient de dire. J'entends vos critiques, Monsieur le Ministre. Je tiens juste à préciser tout de même que la Cour européenne, il s'agit d'un rapport de la Cour européenne des comptes qui épingle la Commission européenne et non pas l'État congolais. Et c'est aussi ce qui a été dit sur RFI. Par ailleurs, vous avez pu réagir sur notre antenne. Nous sommes ici cet après-midi et je voulais vous demander, dans le cadre de ce que vous disiez, quelle est votre réaction finalement en tant qu'État à cette mauvaise gestion dénoncée des fonds européens, je parle bien de la mauvaise gestion des fonds européens dénoncée par la Commission européenne des comptes. Est-ce que vous pensez, comme a l'air de le suggérer la Commission européenne des comptes, que l'aide européenne manque d'efficacité au Congo, qu'elle pourrait être mieux utilisée? Merci. Innocent Olenga. Innocent Olenga, Radio Okapi. Monsieur le ministre, ma question c'est sur cette aide européenne. Sur les 1,9 milliard d'euros, environ 70% sont attribués à des projets de développement, 25,5% à l'aide humanitaire et 4,5% à la coopération en matière de sécurité et de politique. Vous venez de le dire tout à l'heure que le gouvernement congolais n'intervient nulle part dans la gestion de cet argent. Mais pourquoi le gouvernement tolère-t-il cette sorte de mafia opérée sur son dos par ces Européens? Midi Medeb, TV5 Monde. Monsieur le ministre, vous appeliez à dépassionner le débat. Alors justement, pour dépassionner le débat, allez-vous publier en fait les différents budgets de la primature, de la présidence, mais aussi des parlementaires qui ont été vilipendés par la Cour européenne des comptes entre 2003 et 2011. Merci beaucoup. Nadine Laing de Télé 7. Monsieur le ministre, les concertations touchent à la fin et de plus en plus il est question d'une formation d'un gouvernement d'union nationale au nom de l'exécutif national. Confirmez-vous cette information? Et l'opposition vous accuse, vous, de la majorité, et surtout ceux du groupe thématique gouvernance, démocratie, réforme institutionnelle, de tenter à travers leur résolution de modifier la Constitution. Comment réagissez-vous? Élisée Ozia de Congo Web, juste renchérir par rapport à cette mauvaise gestion décriée par la Cour de compte de l'Union européenne, à ce que les confrères ont dit. C'est pas la première fois qu'on voit que les autorités congolaises sont sur la sellette. On se souvient de l'ITIE où il y a eu ce manque de traçabilité. Alors, comme l'a dit le confrère, que compte faire le gouvernement pour rendre la gestion plus en plus transparente et moins opaque, comme on tente de le décrire? Nous prenons les deux derniers intervenants et ça serait tout pour ce soir. Le jeune Condé du journal La Prospérité.
Monsieur le ministre quitte un peu politique pour parler de tracasseries routières dans le cadre de la nouvelle citoyenneté. Les tracasseries routières sont aussi à la base de plusieurs accidents enregistrés sur les chaussées, surtout lorsque les chauffeurs disputent les volants avec les policiers de roulage. Est-ce que vous êtes arrivé de parler de cette question dans le Conseil des ministres? Merci. Olito Kaungu, du journal Africa News. Monsieur le ministre, il y a 4 ans, si je ne me trompe pas, jour pour jour, Africa News avait fait part de la mauvaise gestion de l'aide de l'Union européenne qu'elle fournit en République démocratique du Congo. Et cette publication lui a valu un procès devant les cours et tribunaux. Aujourd'hui que l'affaire rebondit, avec la publication de ce rapport de la Cour des comptes de l'Union européenne, qui éclabousse et les autorités de la République et les délégués de l'Union européenne. Comment réagissez et disons comment peut réagir le gouvernement congolais dont vous êtes porte-parole? Merci. Souffrez, Monsieur le ministre, que nous puissions prendre la dernière question, Top Congo, ainsi vous allez réagir à toutes les préoccupations. Top Congo. Cyril Milandou, Radio Top Congo FM. Je n'ai pas demandé la parole, mais on l'a mis l'accord. Mais j'aimerais quand même poser une question par rapport aux tracasseries routières. Monsieur le ministre, hier, je vous ai suivi. Vous nous aviez dit dernièrement que vous allez faire la voie fluviale en partant de Kinshasa, peut-être vers Kisangani. Et vous comptez mettre une chaîne de solidarité entre la population et le gouvernement. Et moi, je suis sceptique. Nous avons déjà ici dans la ville de Kinshasa le numéro 114, mis en service par l'inspection générale de la police. Moi-même, j'ai eu à m'emporter contre les gens qui me recevaient à ce numéro, puisqu'il était question qu'on vous envoie sur le terrain des inspecteurs. À connaissance, il n'y a pas de M23 à Kasavubu, ni même à Kalamou, pas même dans la commune de la Gombe. Ces inspecteurs n'arrivent jamais. Et vous comptez encore mettre un numéro à la disposition de la population. Je ne sais pas, puisque le numéro 114 ne parvient pas à nous satisfaire quant aux tracasseries. Puisque l'objectif, c'était de lutter contre les abus qui sont commis par des policiers. Ces abus continuent. Et moi, je me demande, puisque vous avez fait dernièrement la route du Bandundu, quand est-ce que vous allez faire le boulevard Lumumba, le boulevard du 30 juin, Kitambo Magasin, Delvaux, Ipen et d'autres avenues aussi de la ville de Kinshasa, puisqu'il y a autant de tracasseries dans la ville de Kinshasa où il y a toutes les institutions et jusqu'à aujourd'hui, aucune institution ne réagit pour mettre fin aux tracasseries. Qu'est-ce que vous comptez faire? Puisque les roulages, si vous circulez dans les fourrières, il y a des véhicules qui sont immobilisés ou soit pour mauvais stationnement, vous quittez une voie secondaire pour entrer sur la voie principale, on vous arrête pour mauvais stationnement. On ne sait pas si nos éléments de la police de circulation routière connaissent aussi les codes de la route. Moi, j'ai vécu cela dans plusieurs bureaux où j'ai été. Puisque moi-même, je suis victime, comme je le dis, victime et témoin de ces tracasseries. Mais les autorités continuent à fermer les yeux. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Merci. La première question de RFI sur le rapport de la Cour des comptes européenne et la relation qui en a été faite ce matin, il faut dire que je ne me formalise pas du tout. Nous répondons à une façon de rendre compte qui nous a paru un peu pas favorable à l'image du gouvernement de la RDC, mais c'est tout. Notre réaction, au fond, quant à cette dénonciation de la mauvaise gestion de fonds de l'aide européenne, c'est qu'effectivement l'aide européenne pourrait être mieux utilisée. C'est le point de vue du gouvernement. Nous n'avons jamais cessé de plaider auprès de nos partenaires une implication des acteurs congolais dans la mise en œuvre d'une aide qui est destinée à la République démocratique du Congo.
Ce que nous contestons dans la dénonciation qui est faite par la Cour des comptes européenne, c'est cet amalgame qui laisse croire que les autorités de la République démocratique du Congo partagent en une façon ou une autre la responsabilité de ce gaspillage que l'on dénonce, alors que depuis, avant même notre avènement, nous ne pouvons pas dire qu'il y a eu des dysfonctionnements qui ont été constatés et qui ont amené l'Union européenne à éloigner les partenaires congolais de cette gestion. Non, nous avons trouvé ce schéma-là. C'était depuis les années Mobutu qu'on a décidé que les partenaires européens devaient faire tout pratiquement à la place des partenaires congolais, et lorsqu'ils ne peuvent pas, ils confient ça aux ONG qui viennent toujours de l'Europe. Et donc c'est une forme d'infantilisation que nous vivons assez mal. J'ai moi-même écrit un livre là-dessus, on l'a présenté il y a quelques années. Nous vivons assez mal cela, et cette publication de la Cour européenne des droits de l'homme est une occasion, des comptes est une occasion pour nous de rappeler que les choses peuvent et doivent se faire autrement. Que c'est vrai qu'il n'y a pas de paradis sur terre, qu'il peut y avoir des dysfonctionnements, que cette aide reste indispensable, mais il faut que nous sachions partager la responsabilité. Il faut que nous arrivions, nous aussi, à maîtriser les mécanismes de gestion. Et si nous ne sommes pas associés, eh bien, nous resterons un peuple infantilisé jusque quand? Jusqu'à la fin des temps. C'est quelque chose qui heurte la conscience des gens de ce pays, et nous le disons en ces termes-là. Des critiques ont été formulées par la Cour des comptes européenne sur la gestion par les Congolais des crédits budgétaires qui viennent du Congo, de l'argent congolais par les Congolais. On se demande bien pourquoi. Déjà, c'est une question. Nous avons un Parlement qui est très dur à cet égard-là. Alors, si nous avons déjà 2 parlements, ça va devenir invivable pour nous. Donc, même sur ces critiques-là, j'ai démontré qu'elles sont souvent fondées sur une ignorance ou une méconnaissance de nos réalités. Dire que quand on a formé des policiers pour nous, nous devons chaque matin aller les présenter à ces messieurs qui représentent l'Union européenne. Non, pas du tout. Vous pouvez former des policiers pour le gouvernement et ils décident, après une certaine époque, de les envoyer à Matadi, de les envoyer à Lubumbashi, de les envoyer à Goma. C'est ça la souveraineté d'un État. Mais comment un responsable de la Cour des comptes européenne peut dire « j'ai perdu la trace des 1000 policiers qu'on a formés ». Est-ce qu'on les met à la disposition de ces messieurs de l'Union européenne? Non, vous les formez pour nous, pour le gouvernement. Demain, nous les laisserons, un autre gouvernement viendra, je n'ai pas le droit de dire « j'ai perdu la trace du policier qu'on a formé ». Non, c'est celui qui sera là à ce moment-là, qui sera comptable de là où ils envoient le policier et de ce qu'il va faire. Donc il y a là une sorte d'atteinte à nos droits souverains que nous devons absolument dénoncer. Nous n'avons pas à rendre compte au jour le jour de l'usage que nous faisons de notre personnel de sécurité, surtout qu'il s'agit d'un domaine de sécurité. Alors, ensuite, nous estimons que toutes les conclusions ne sont pas mauvaises. L'aide européenne pourrait être mieux utilisée. Nous sommes en train de préparer des observations là-dessus. Nous les partagerons avec nos partenaires de l'Union européenne et nous en informerons notre pays parce qu'il s'agit ici des valeurs de transparence. Nous voulons être transparents, mais ça ne veut pas jusqu'à inventer des choses sur lesquelles on nous donne des responsabilités que nous n'avons pas. En fait, c'est ce que nous tenons absolument à dire s'agissant de ce rapport de la Cour des comptes. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a des dysfonctionnements que nous nous reprochons à nous-mêmes. Nous allons maintenant vers une session budgétaire du Parlement. Je suis sûr que vous aurez à en entendre des vertes et des pas mûres de l'Assemblée nationale et du Sénat contre la façon dont le gouvernement a libellé son budget sur les gaspillages, sur les déperditions. C'est le fonctionnement normal de la démocratie, mais nous ne voudrions pas qu'on mélange les genres. On ne peut pas nous reprocher de dilapider les fonds de l'Union européenne alors que nous n'en avons pas le contrôle, nous n'avons pas accès à ces fonds. C'est tout ce que nous disons. Pour la question d'Okapi, vous nous posez la question que j'ai soulevée d'ailleurs. J'ai dit que là réside le problème, cette tolérance dont les différents gouvernements, depuis le défunt président Mobutu jusqu'à aujourd'hui, il ne s'agit pas de ce gouvernement, c'est une tradition qui s'est créée dans ce pays.
Il va falloir en finir un jour. Et ça commence par la prise de conscience, la dénonciation, et puis mettre carte sur table avec nos partenaires. C'est cette tolérance qu'on vienne faire tout. Celui qui veut faire des choses pour moi ne peut pas le faire à mon insu. Voilà le principe. Mais ce principe, nous ne le respectons pas. Nous laissons faire des choses et on vient un matin vous dire, monsieur le ministre, ah, il y a un hôpital à inaugurer là-bas. Et vous y allez, vous trouvez que c'est tout autre chose. Pourquoi? Parce qu'on ne vous a pas associé et que vous n'avez pas pu imposer le respect de certaines normes, comme c'est de votre devoir. Il est évident que quelqu'un qui regarde du dehors, comme les enquêteurs de la Cour des comptes européenne, qui regardent du dehors, ben, c'est une responsabilité partagée. Mais dans un État comme le nôtre, qui a frôlé l'anéantissement, disons-le, cet État était virtuellement anéanti. Qui peut faire le reproche à des membres du gouvernement de ne pas trop regarder la couleur de la main qui vient vous sortir du fond du gouffre? C'est ça. Il y a des gens qui profitent de cette situation pour imposer n'importe quoi dans ce pays. Et nous disons qu'il faut prendre conscience de cela pour que d'ici le temps qu'il faudra, pour qu'on se convainque mutuellement, cela puisse cesser, qu'on ne puisse pas faire votre bonheur à votre insu. Nous pensons que c'est cela. Vous avez raison de poser la question du pourquoi cette tolérance. Mais je vous réponds que l'état du pays, la déliquescence générale du pays dictait qu'on ne soit pas trop regardant sur les conditions. Bon, on se remet sur le pied de plus en plus. Il va falloir y réfléchir, aussi bien nous-mêmes que nos partenaires auxquels nous appelons à s'associer à cette réflexion. La troisième question, c'est de savoir si nous allons publier les différents budgets de la présidence, de la primature, des institutions parlementaires qui ont été épinglées aujourd'hui. Mais ma question, c'est de savoir pourquoi cette question. Est-ce qu'il a été un jour élaboré un budget en République démocratique du Congo dans lequel ces rubriques étaient cachées? Je vous prends à témoin ici. Vous lisez tous les budgets de la République tels que nous les élaborons. Jamais vous ne verrez présidence de la République blanc, primature blanc, Assemblée nationale. Non, tous les chiffres sont dedans. Et si la Cour des comptes européenne peut dire aujourd'hui qu'il y a des montants plus importants là-bas qu'ailleurs, c'est parce que ces chiffres sont publics. C'est parce qu'ils sont mis à la disposition du public. Vous pouvez entrer dans l'adresse, le compte Internet de l'Assemblée nationale et vous aurez accès à ces budgets. Au ministère du budget, la même chose. Il y a des volumes qu'on a distribués à la presse. Chaque ministère en reçoit. Vous trouvez là-dedans combien est alloué à la présidence, combien est alloué au service du Premier ministre, combien à l'Assemblée nationale et combien au Sénat. Donc ce ne sont pas des rubriques qui sont secrètes. Elles sont toujours publiées et le débat sur le budget est un débat qui se déroule en direct, exactement comme nous faisons maintenant. Quand je parle, le Congolais qui est à Kasumbalesa est en train de nous suivre, celui qui est à Goma le fait. Et donc, de la même façon, quand nous discutons budget au Parlement, tous les Congolais suivent en temps réel. Et nous associons maintenant, on a pris l'habitude d'associer les forces vives, les syndicats, les différentes associations de la société civile à l'élaboration du budget. Ils assistent avec nous à la conférence sur l'allocation des moyens au niveau du ministère du budget. Donc, il y a pas mal d'évolutions qui existent aujourd'hui dans le pays pour garantir la transparence de cet exercice de répartition des moyens que la nation se donne pour se construire. La question de Télé 7. Les concertations touchent à leur fin. On parle de gouvernement d'union nationale, qu'en est-il? Et il y a cette histoire des accusations formulées à l'endroit du groupe thématique Gouvernance, démocratie, réformes institutionnelles, de vouloir modifier la Constitution. J'appartiens à ce groupe thématique, donc je peux en dire un mot. D'abord, le gouvernement d'union nationale, ça a sa définition. C'est un gouvernement où un certain nombre de partis politiques ne partageant pas une même vision se mettent ensemble et partagent en fait un programme politique, partagent en fait des responsabilités au sein des différents segments de l'exécutif pour réaliser le nouveau programme qu'ils auront élaboré. Je n'ai rien entendu de tel
pendant les concertations, ni dans le discours du président lorsqu'il donnait des orientations pour les concertations. J'ai par contre entendu, et vous tous avec moi, le président, le jour de son investiture. C'est parce qu'on ne fait pas souvent attention aux séquences historiques. Le jour de son investiture, le président a offert à tous les Congolais, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, qui partagent sa passion pour la RDC, de participer avec lui dans un exécutif d'ouverture. Donc le président s'est engagé à appliquer une gestion d'ouverture. Et il a fait en prenant 2 personnalités de l'opposition dans la première équipe de la législature à laquelle j'appartiens. Vous avez 2 ministres qui viennent de l'opposition. Maintenant, est-ce qu'il va élargir cela? C'est tout à fait vraisemblable. Mais il ne s'agit certainement pas d'un gouvernement d'union nationale, dans le sens où vous et moi l'entendons, c'est-à-dire des programmes qui fusionnent, etc. Le président a gagné légitimement les élections sur base d'un programme, d'une vision. C'est celui-là qui va se poursuivre, mais avec une possibilité de s'ouvrir sur d'autres forces qui adhèrent à cette vision et qui voudraient aider à consolider la cohésion nationale. Le maître mot, c'est la cohésion nationale face à l'agression qui est en train de nous préoccuper à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ça le point d'ancrage. C'est ça la matrice de ce qui pourrait sortir, parce qu'il n'a encore rien dit. Il faut attendre qu'il le dise le jour où il vient clôturer les instances des concertations nationales. En ce qui concerne les accusations de vouloir tripatouiller la Constitution, je voudrais vous dire que la dernière fois que j'ai participé à la dernière séance d'ailleurs, plénière du groupe thématique 1, qui est chargé justement de la gouvernance politique et réformes institutionnelles, il y a une phrase qui est revenue en liminaire. C'est qu'en aucun cas, les participants à cette thématique ne permettront que la Constitution, expression de la volonté du peuple, ne soit touchée, particulièrement dans ces dispositions rendues intangibles par la volonté du peuple souverain. C'est donc l'article 220 de la Constitution, mais on n'a même pas voulu parler de l'article 220, on a cité mot pour mot ce qui est dans l'article 220. Alors, partir de là, pour venir me faire croire que le groupe thématique gouvernance veut modifier la Constitution, sincèrement, il faut prendre des gens pour des demeurés. Donc il n'y a aucun projet de cette sorte, mais il y a des gens qui veulent jouer à l'intéressant, qui veulent attirer l'attention en annonçant des drames, en annonçant la terre qui va trembler, etc., et en annonçant ici la révision des dispositions bloquées de la Constitution. Je peux vous le dire, ce n'est prévu par personne dans la majorité, ni par le président, ni par aucune instance de la majorité. J'espère que ceci est clair et que ça peut éclairer votre religion. CongoWeb est revenu sur la deuxième question qui nous a été posée. J'ai la même réponse. Nous sommes en train de finaliser un nouveau processus avec l'ITIE qui se déroule plutôt bien. On a eu des problèmes il y a quelques mois, 1 an je crois, 1 an et demi. Pour l'instant, nous sommes très encouragés par la façon dont les choses se mènent. Vous savez, nous sommes dans une période post-conflit, une période d'essai-erreur. Il y a eu des couacs, nous étions très près de la norme. Nous espérons que cette fois-ci, la norme sera atteinte. Et je pense que la gestion n'est plus aussi opaque qu'on peut l'avoir constaté il y a quelques années. Je pense que nous faisons tout pour améliorer les mécanismes de la gouvernance. Et c'est d'ailleurs une des qualités que l'on reconnaît au gouvernement Matata aujourd'hui. Je ne pense pas que vous direz le contraire. L'opacité, ce n'est certainement pas un concept qui peut rimer avec le gouvernement Matata. Je pense qu'il y a des points, des choses qui sont à corriger, il y a des choses qui sont à améliorer, mais on ne peut pas qualifier ce gouvernement de vouloir gérer le pays en totale opacité, que du contraire. La question sur les tracasseries routières de la prospérité
à la base des accidents. Est-ce que nous en parlons au Conseil des ministres? Oui, nous en parlons. C'est le Conseil des ministres qui m'a demandé de faire cette visite sur les routes de Bandundu, la route nationale numéro 1. C'est le Conseil des ministres qui m'a demandé par la suite de visiter les voies fluviales. J'ai déjà été jusqu'au-delà de Maluku, vers Kwamut, et nous avons visité tous ces points où se déroulent ces tracasseries. Et hier, nous avons fait le point avec le vice-premier ministre Moukoko, avec tous les ministres concernés, tous les services qui ont une responsabilité dans le rétablissement des pratiques de bonne gouvernance sur les routes fluviales et sur les voies routières comme telles. Et nous sommes avec le gouverneur de la ville de Kinshasa et tous les services spécialisés, police, services d'intelligence, direction générale des migrations, puisqu'il y a des endroits où ces routes sont mitoyennes à la frontière. On a travaillé avec tout le monde et nous avons mis en place des mécanismes qui vont nous permettre de mieux contrôler, que cela ne s'est fait jusqu'à présent, la quiétude, la sérénité des citoyens, des personnes qui viennent de l'intérieur ou qui vont vers l'intérieur et qui sont souvent livrés à ces diverses tracasseries. Je pense que les mesures seront soumises d'abord au Conseil des ministres. Ce sont des mesures structurelles. Nous ne pouvons pas agir seulement sur le conjoncturel. Arrêter le petit agent qui est en train de monnayer le passage à tel ou tel autre endroit, punir tel autre responsable de tel service. Nous pensons qu'il y a des problèmes structurels. Il faut revoir notamment l'utilité de cette multitude de ports et débarcadères. Il y en a une quarantaine, rien que sur l'Interland de Kinshasa. C'est un peu trop et nous sommes dans une zone frontalière. Il va falloir restructurer tout cela. Et dans la quarantaine, vous n'avez que 7 qui sont publics. Les autres sont privés. Est-ce qu'un État peut se permettre comme ça de privatiser ses frontières? Donc il y a des questions qui sont des questions de fond auxquelles le Conseil des ministres nous a demandé de réfléchir. Nous avons terminé la réflexion hier, le rapport sera déposé et des décisions extrêmement dures seront prises. Ça va faire des mécontents parce qu'il y en a qui se sont assis confortablement sur ces rentes-là, hein, ils tracassent les gens, ils en vivent. Nous allons mettre fin à cela, mais de manière structurelle et pas seulement sur l'Interland de Kinshasa. Ça doit concerner toute la République et donc le Conseil des ministres va prendre des mesures qui vont s'imposer à tous les services de l'État où qu'ils se trouvent. Africa News sur la mauvaise gestion de l'aide de l'Union européenne. Je voudrais d'abord vous féliciter pour avoir dénoncé, je suis au courant de ce qui s'est passé lorsque une dénonciation avait été faite et qu'un procès vous a été intenté. J'aurais aimé que nous assistions plus en cette circonstance-là, mais je crois qu'il y a de l'honneur à avoir raison avant tout le monde. Et donc vous avez levé un lièvre et aujourd'hui l'Europe elle-même est obligée de constater qu'il y a des problèmes. Je pense que c'est tout à fait à votre honneur et aujourd'hui il faut être fier que même la Cour européenne des comptes vous a rejoint dans votre analyse et nous vous félicitons. Pour ce qui est des tracasseries routières encore, les voies fluviales, nous n'avons pas appelé à la constitution d'une chaîne de solidarité, non. Ce n'est pas d'une chaîne de solidarité. L'État impose la loi. L'État n'a pas à faire des actions de solidarité. Ça s'appartient au monde associatif. Nous avons décidé de créer une chaîne de communication pour décentraliser le contrôle qui peut s'exercer sur les préposés à la gestion de ces différentes voies fluviales, voies routières, pour que ce ne soit pas seulement les autorités hiérarchiques. Par exemple, un policier qui est positionné sur la route de Bandundu, qui ne soit pas comptable uniquement devant son commandant, qui peut d'ailleurs l'instrumentaliser pour tracasser des gens et en obtenir une sorte de rétribution. Nous voulons décentraliser cela en créant des groupes de citoyens, en créant des adresses, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par téléphone. Vous avez parlé de 114, le 114 est particulièrement étriqué. C'est un téléphone, un numéro de téléphone. Si vous tombez sur le préposé, c'est encore une chance. Si des milliers de gens appellent de partout. Maintenant, nous voulons multiplier cela
Nous voulons leur donner même la possibilité de contacter l'État par des réseaux sociaux, signaler les dysfonctionnements et obtenir des interventions. Donc nous voulons systématiser le système et créer au niveau de la maison du citoyen qui fonctionne dans mon ministère une structure qui coordonne ces actions qui sont interinstitutionnelles et les met à la disposition de la commission gouvernementale qui a été créée pour justement contrer les tracasseries administratives et policières et qui aura à rendre compte, je pense, trimestriellement à l'Assemblée nationale sur ces questions-là. Donc vous voyez qu'il y a une intervention institutionnelle lourde à ce niveau-là pour mettre fin, une fois pour toutes, à ces tracasseries qui font la honte de notre pays. Le 114, c'est une expérience qui parfois peut s'avérer décevante, mais le 114 a sauvé bien des vies humaines. Nous en avons le témoignage. Le 114 a sauvé parfois des vies humaines. Il faut simplement améliorer, il faut démultiplier justement ces espaces de contact entre les gouvernants et les gouvernés. Et vous dites que même à Kinshasa on tracasse, bien sûr que même à Kinshasa on tracasse. Et lorsque nous mettons en place ce système au niveau du ministère ayant la citoyenneté dans ses attributions, c'est pour qu'aussi bien les personnes qui sont à Kinshasa que celles qui sont à l'intérieur aient la possibilité de contacter les pouvoirs publics chaque fois qu'ils seront victimes ou témoins de tels actes d'incivilité. Voilà ce que je peux dire en réponse à l'ensemble de vos questions et je vous remercie d'être venus nous écouter. Eh bien, amis téléspectateurs, c'est là la fin de ce point de presse, tout à fait animé par le ministre de la Mer, Mendo Malanga, qui lui est le porte-parole du gouvernement. Je suis en train de vous rappeler que ce point de presse avait 3 points importants. Nous parlons, il a suffisamment parlé de l'aide extérieure, l'aide de l'Union européenne à certaines associations de la République démocratique du Congo, des ONG, tout ça comme partenaires. Aujourd'hui, plus que jamais, cette question-là pose problème. La gestion de l'aide en République démocratique du Congo. Le ministre a tout dit. Je suis en train de vous dire que nous sommes un panel. Nous allons chacun en quelques minutes vous résumer cela. Mais d'ores et déjà, je dois vous dire que la question est importante. L'information vient à point nommé. Sûrement que les médias vont suffisamment le relayer. Ça va devenir un problème important. Sûrement que le Parlement, l'Assemblée nationale, sûrement le Sénat va encore en parler, le relayer. Mais là, au moins, Mendo Malanga, qui est le porte-parole du gouvernement, a levé le bout de voile. Asante Kukuma Mingi Panzi, kwa kweli Lambert Mendo Malanga ametoka kusema waziwazi ya kama kwa kweli serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haiwezi kushutumiwa na Umoja wa Ulaya kwa ajili ya kusema wanatumia pesa vibaya, kwa sababu wao hawakuwa wanaongoza pesa hiyo kwa mkono wao. Hiyo ni Lambert Mendo Malanga ndio ametoka kusema waziwazi, na anaonesha waziwazi kama baraza la bunge na wazee wa bunge wako tayari kwa ajili ya kuonesha adrina nini hayo wanaifanyia hapa katika pesa ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tena hakuishia hapo Lambert Mendo Malanga, mtetezi wa serikali